Une journée au symbole révolutionnaire, une affirmation, un droit, une assurance, une manifestation d'une existence. La nôtre. Nous, les femmes de ce monde. Depuis des millénaires, nous essayons d'acquérir une affirmation légitime, sensée et respectée. Durant longtemps encore, nous avons continué de nous battre afin de revendiquer notre parole, notre geste, notre place, notre devoir, mais par le sort d'une injustice féroce, ceci n'a cessé de se manifester comme un combat. Un combat commun qui aujourd'hui encore se perpétue. En cette journée, nous avons la chance de pouvoir revendiquer cette lutte sociale, la reconnaître et l'attester. Un rappel que nous sommes bel et bien tous égaux face à des adversités perverses et inégalées. Un temps consacré à donner la parole, celle des femmes. Nous avons invité 3 portraits d'artistes qui vont nous faire part de leur rapport à l'art et comment il se concrétise. Ces temps d'échange enrichissants, instructifs et singuliers nous ont permis de mettre en avant la place des femmes dans différents domaines. C'est maintenant, à Speaker, que nous allons vous faire voyager sur les ondes de différents portraits radiophoniques, en pensant à toutes les femmes du monde. Alors, je suis Claire Arborem, comédienne, beaucoup dans la région Grand Est, mais je bouge un peu, j'ai 29 ans. Et ça fait combien de temps que tu exerces ? Alors professionnellement, ça fait 2-3 ans, mais je baigne dans cet univers depuis petite. Et parce qu'avant ces 2-3 ans, tu faisais quoi ? Avant, donc en fait, depuis toute petite, je me développais déjà dans des univers artistiques et j'ai fait un bac avec option danse, théâtre, anglais européen, tout ça. Et j'ai déboulé au conservatoire, mais en fait, j'ai senti du haut de mes jeunes 17-18 ans qu'il y avait une ambiance de concurrence et sexiste qui m'a... Voilà, je me suis pas sentie protégée et armée, ce qui est légitime à 17-18 ans. Et du coup, j'ai déboulé en fac de philo à Strasbourg. Alors, du coup, moi, comme tu as dit, je m'appelle Cassia, je viens de Nancy. J'ai 22 ans et je fais plusieurs médiums artistiques depuis plusieurs années, donc principalement la photographie depuis 5 ans, je dirais, aussi la peinture. Et on va dire que c'est les 2 médiums sur lesquels je suis le plus avancée, où j'ai le plus d'opportunités parce que ça fait un certain temps et puis à force de rencontrer des gens, etc., ça fait un petit cercle. Et depuis quelques mois, j'ai commencé aussi le drag. Et du coup, ça, c'est vachement chouette. J'ai une house qui s'appelle House of Saint Trinity sur Nancy, donc avec 2 sœurs à moi. Et on a pas mal de performances, etc. Et donc vraiment, je fais un peu un cumul de plusieurs choses et chaque médium sert à m'enrichir sur un autre. Donc, c'est un peu comme une unité que je vois. Mais donc, j'aime bien voir beaucoup de choses, étudier divers sujets, etc. J'aime bien la diversité. Du coup, pour parler de mon parcours, c'est pas très long. En fait, j'ai un parcours plutôt classique. J'ai fait un bac art appliqué. Ensuite, j'ai fait une année de pause où j'ai fait plusieurs stages en photo, en couture, en sérigraphie. J'ai travaillé. J'avais besoin de cette année de pause. Et du coup, après, j'ai fait une année... j'ai commencé une école d'illustration à Chambéry. Et j'ai fait un burn-out, du coup, au bout de quelques mois. Et du coup, ça m'a un peu mis... ça m'a mis mal, en fait. J'ai passé plusieurs mois dans mon lit, en colère, triste, un peu déprimée, quoi. Jusqu'à ce que je rencontre une artiste qui avait vu mon travail et qui a décidé de me faire confiance. Et en fait, je suis sortie de cette rencontre hyper enthousiaste parce qu'elle m'avait dit que dans 6 mois, il y avait une exposition et que j'avais carte blanche pour faire une expo, quoi. Du coup, j'ai commencé à faire du papier découpé. Du coup, moi, j'étais en Haute-Savoie et c'est une œuvre très traditionnelle là-bas de faire du papier découpé. On fait les poyas, les montées des alpages et tout. Et du coup, moi, j'avais décidé de faire du papier découpé que je mettais en volume ensuite avec des lumières. Et en fait, c'était très méditatif comme truc parce que
Du coup, tous les jours, je me levais. Des fois, je me levais à 4h du matin et je découpais. Et en fait, c'était vraiment très strict parce que fallait pas que je boive de café, fallait pas que je sois en colère parce que sinon, j'arrivais pas à découper. Et du coup, ça a été très thérapeutique comme manière de faire, puisque pendant 6 mois, j'ai découpé et j'étais obligée d'être calme, en fait, d'être dans ma bulle. Donc ça m'a beaucoup guéri. Je dis que c'est un peu mon art-thérapie de mon burn-out. Et du coup, cette expo, elle a donné lieu à d'autres expos et à un peu une reconnaissance, entre guillemets, de mon travail. Hein. C'était à un petit niveau. Et ensuite, c'est ça qui m'a fait rentrer aux arts décoratifs de Strasbourg. Et du coup, là, j'ai fait 5 ans. La première année, je me suis demandé pourquoi j'étais là, pourquoi je reprenais l'école. D'ailleurs, j'ai fait des projets sur le unschooling, l'école à la maison, parce que je comprenais pas pourquoi je m'infligeais ça à nouveau. Parce que c'était quand même très scolaire, alors que c'est artistique. Mais bon, c'était la première année, du coup, je me disais, allez, patience. Voilà. Et donc après, voilà, j'ai eu mon diplôme en didactique visuelle, de la médiation par l'image. Et là, ça fait 2 ans que je suis diplômée. Et du coup, j'ai un petit peu... je sais pas comment dire. J'ai un peu flotté. J'ai beaucoup voyagé. J'ai expérimenté pas mal de choses. Et là, je suis un peu à un moment où je me demande qu'est-ce que je vais faire. En fait, qu'est-ce que j'ai envie de dire en tant qu'artiste, avec quels outils, comment j'ai envie de m'inscrire au monde et de m'exprimer au monde, en fait. Parce qu'il y a déjà tellement de choses qui sont dites. Quelle est ma manière à moi de le dire? Et comment t'en es arrivée, du coup, à vouloir devenir illustratrice? Ça, c'était mon projet depuis toute petite. Je voulais devenir artiste. C'était ce que je répétais vraiment depuis toute petite. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu que des gens hypocrites autour de moi qui m'ont dit que ce que je faisais, c'était beau quand j'étais petite. Et en fait, d'avoir eu des encouragements, ça m'a permis de pas faire une croix dessus, parce que je pense que c'était très important pour moi d'avoir des gens qui croyaient en moi, et que je pense que si j'avais eu une personne qui n'avait pas cru en moi, j'aurais très vite pu faire une croix sur le fait d'être artiste. Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait l'encouragement des personnes autour de moi qui me disaient que c'était beau. Bon, un dessin, quand j'étais petite, je sais pas si c'est vraiment beau, mais bon. Après, par contre, quand on me demandait ce que je voulais faire comme métier et que je disais que je voulais être artiste, il y en a plusieurs qui me disaient « mais c'est pas un métier, tu veux faire quoi ?» Et du coup, je finissais par garder ça un peu secret en disant je sais pas ce que je veux faire. Mais intérieurement, je savais très bien que je voulais être artiste. Voilà. Et du coup, artiste en général ou vraiment centré sur l'illustration? Artiste en général, je crois. En fait, là, je dis que je suis illustratrice parce que naturellement, je vais prendre plutôt le crayon et je vais dessiner. Je fais surtout en plus des choses petites, mais parce que je pense que j'ose pas encore faire des choses très grandes. Mais par contre, j'aime beaucoup expérimenter la matière. Quand on va me demander une commande, justement, j'aime pas faire ce que je sais faire. Ce qui est un peu problématique, parce qu'à chaque fois, c'est toujours une prise de tête où je me dis mais pourquoi je me mets dans des situations où je mets 1000 heures de plus parce que je cherche, en fait. J'aime ce côté recherche artistique, plastique, et faire aller dans des endroits où je vais pas d'habitude, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Et comme quoi, comme endroit, par exemple? En ce moment, je fais du coup du dessin de danseur au centre chorégraphique, et c'est ce que j'avais commencé du coup avec la résidence de François Lemargot. Et ça, c'est très confrontant, en fait, parce que justement, à côté, je fais plus de l'illustration où je suis posée devant ma table, où j'ai le temps, où, par exemple, je dessine aussi à des procès. Donc là, il faut que ce soit très précis, il faut qu'on reconnaisse les personnages, enfin les personnes. Donc vraiment, c'est du détail, c'est de l'observation. Et donc là, c'est du mouvement. Il faut dessiner le mouvement. Et alors là, c'est hyper confrontant parce que
je peux pas m'appuyer sur mes acquis. Là, je suis obligée de... Il y a des pauses de quelques secondes, il faut que j'arrive à prendre la trace sur le papier. Et donc, en fait, j'ai pas encore trouvé. Hein. Mais c'est vraiment confrontant parce que je me bats avec moi-même, en fait. Avec la partie de moi, en plus, qui a envie de montrer à ceux qui vont regarder mes dessins que je sais dessiner. Ça, c'est un truc de légitimité où je me dis, il faut que je leur montre que j'ai de la valeur, que je sais faire, etc. Et l'autre côté qui dit, mais Léa, tu peux pas fonctionner comme tu le fais d'habitude. Là, tu es obligée d'aller ailleurs. Et ce ailleurs, il fait peur parce qu'il y a toujours la part de moi qui juge ce que je fais et qui se laisse pas aller à expérimenter, en fait. Qui est là, mais non, c'est moche. Alors qu'en fait, si je lâchais ça et que j'expérimentais juste et que ensuite, de façon objective ou neutre, je sais pas, je regardais ce que j'avais fait, ça serait intéressant. Je pourrais l'utiliser autrement ensuite. Mais j'ai du mal avec ça. Et avec les procès, c'est quoi qui te plaît dans ce travail-là ? Ce qui me plaît, c'est que c'est un univers totalement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je suis en fait dans mon milieu artistique, je baigne souvent avec des gens qui sont dans l'art. Donc, je sais pas. Là, c'est un peu comme si on était confronté à d'autres personnes qui ont une vie souvent très difficile, alors que moi, j'ai pas l'impression d'avoir une vie difficile. Et du coup, c'est comme être confronté à des parts de vie que sinon, j'aurais pas eu accès, en fait. Et en fait, ce que j'aime aussi, c'est que, alors, je suis dans ma petite bulle où je dessine. Il y a toujours beaucoup de fascination des gens pour le dessin. Donc, le contact est facile avec les autres journalistes, avec les avocats, avec plein de personnes, en fait, qui vont venir me voir. Alors, c'est aussi oppressant parce que j'ai toujours peur que ce soit pas assez bien. Mais voilà, donc il y a cette petite bulle. Et puis, je suis l'affaire et en fait, j'ai des avis. Donc, à un moment, je vais être de l'avis plutôt de la victime, ensuite plutôt du prévenu. Et en fait, j'aime bien le fait que mon avis, mon opinion, il change. Et de voir qu'en fait, je suis vachement influencée par le discours des avocats ou par ma morale. Et puis que finalement, cette morale, ça peut changer, quoi. C'est pas tout noir ou tout blanc, c'est nuancé. Et que finalement, qu'on se place d'un point de vue ou de l'autre, chacun a ses raisons. Et ça, j'aime bien, du coup, être confrontée à ça. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que maintenant, tu peux un peu nous parler de ton univers artistique ? J'adore les esthétiques un peu marquantes. Donc, j'interprète, mais aussi je crée des projets qui ont une esthétique assez marquante, de l'onirique à quelque chose de plus sombre, des personnages mythologiques un peu universels. Je cherche une espèce de philosophie universelle, symbolique. Et ça peut passer par des personnages non genrés ou très masculins ou très féminins. On va dans de l'archétype poétique à fond, quoi. Est-ce que tu peux nous en parler de quelques-uns de ces personnages-là ? Il y en a plein. Lesquels je peux choisir ? Donc, il y a une figure qui revient beaucoup, c'est la figure de l'ange. Donc, où j'arbore des ailes immenses de 2 mètres de large et souvent de grandes couronnes fantastiques. Je travaille beaucoup avec des maquilleuses assez fixes qui me font des maquillages avec des prothèses qui créent un personnage complètement surréaliste, ouais, et anthropomorphe certes, mais d'une autre dimension. Un autre monde. Ouais. L'idée de rentrer dans un fictif. Ouais, complètement. Mais du coup, même dans la création de tes personnages, il y a même un rappel de mémoire par rapport à... Tout à fait, c'est très juste ce que tu dis et je suis en train de le conscientiser en discutant. Parce que justement, là, j'ai créé en novembre un vidéoclip avec Equinox Productions, qui est un vidéoclip horrifique qu'on a tourné au Fort de Mutzig.
Donc il y a un lieu historique, on a tourné notamment dans la salle de chirurgie, où le directeur de l'association nous a bien dit « Oui, tous les accessoires sont vrais, la scie a servi à découper des membres. » En fait, c'est drôle parce que quand tu parles de tes créations, j'ai l'impression que tu parles aussi de deux forces opposées à chaque fois, que tu essayes de concilier. C'est comme si dans le mal, on va chercher le bien, et dans le bien, on va chercher le mal, et il se passe quelque chose. Et c'est hyper intéressant, en fait, parce que même, j'imagine que tu dois travailler aussi sur certains paradoxes, du coup. Ça doit créer des... C'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est très vrai. Tu mets des mots sur ce que je ressens. J'aime bien justement aller dans des émotions très archétypes, très emphatiques, puiser jusqu'au fond de l'émotion, qu'elle soit terrible ou au contraire magnifique. Moi, tout ce qui est courant mystique, ça m'a beaucoup touchée, notamment Hildegarde de Bingen, qui est une mystique. La lumière aussi, sans concession, quoi. Jusqu'au fond de ce qui est beau, ça me touche aussi beaucoup. Alors, le drag, c'est vraiment une autre dimension pour moi de l'art, parce que moi, ça faisait 5 ans, donc je faisais de la photographie et de la peinture. Et donc, même si on a un peu ce côté vivant avec les expositions, c'est très... moi, je crée à un instant T et à un autre instant, je partage ce que je fais et les gens réagissent, etc. Mais c'est très en deux temps. Et l'avantage du drag, en fait, c'est que c'est en direct. Il n'y a pas d'édit, il n'y a pas de... T'es là sur le vif et les gens, tu les vois réagir, etc. Et je trouve que c'était un peu un challenge pour moi déjà parce que de base, je suis assez introvertie. Et le fait de pouvoir performer en direct devant les gens, ça peut être un peu intimidant quand on a toujours l'habitude de créer seul, quoi. Parce que le métier de peintre, de photographe, autoportraitiste, c'est quand même c'est seul, quoi. Et donc, le drag, ce que j'aime beaucoup, c'est que souvent, on peut mettre un côté très militant dans les productions. En général, comme le drag est de base lié à la culture queer, déjà, tu es dans un domaine qui est assez ouvert là-dessus et où tu peux en jouer, etc. Et donc, moi, dans mes performances, je mets aussi beaucoup en avant la nudité. Pareil, pour déconstruire un peu le regard et un peu normaliser le fait qu'on soit habitué à pouvoir voir des corps quand c'est consenti, parce que le fait de les cacher en tout temps, ça crée une sorte de tabou qui n'a pas vraiment lieu d'être. Donc, déjà, jouer sur la sexualité et sur les messages militants, par exemple, sur déconstruire les normes de genre, etc. Là, par exemple, ma performance de ce soir, elle sera jouée sur la déconstruction des codes de virilité, tu vois. Donc, ce qui est intéressant, et ça permet que le message soit plus vivant et direct. Et moi, je trouve ça génial de pouvoir vraiment créer comme ça, avec l'espace. Vraiment, c'est l'espace-temps qui est vachement plus fort, quoi. Et sans trop nous spoiler la performance, ça passe par quoi tous ces aspects militants, par exemple là, par rapport à la déconstruction des codes de virilité, comment tu le retranscris dans ta performance ? Alors, il y a différentes manières. Je vais parler un peu de manière générale. Le drag, l'avantage, c'est que c'est très, très vaste. Il y en a qui peuvent chanter, donc tu peux directement mettre des paroles, mettre des mots, en fait, sur ce que tu veux. Il y en a même qui font des monologues, des poèmes, etc. Ça peut être par le visuel. Par exemple, la manière dont tu vas t'habiller, tu peux même t'écrire des choses sur le corps, par exemple. Et parfois, comme moi ce soir, ce qui va jouer, c'est qu'on peut utiliser un rétroprojecteur. Du coup, au-delà de nous, ce qu'on fait, on peut aussi jouer un peu, entremêler les médiums et projeter des choses, même des mots, etc., des extraits, etc. Donc, en vrai, ça peut être un peu comme on le souhaite, mais le fait de pouvoir peut-être mettre des mots, aussi ça peut jouer, que donc ça soit libérer la voix, en fait, même nous exprimer au-delà de la performance ce qu'on veut mettre en avant, par exemple. Je m'y connais pas des masses en drague, mais je sais qu'il y a quand même aussi un peu une histoire très personnelle aussi en chaque drague. Et toi, un petit peu ton rapport avec ton personnage, tu peux nous expliquer ? Oui, tout à fait. Alors moi, mon personnage drague s'appelle Eros.
Et d'ailleurs, petit fun fact, je me suis rendu compte après d'avoir pris ce nom qu'il y a déjà une drague qui s'appelle comme ça. Du coup, on sera 2 héros, mais c'est pas grave. De toute façon, il y a tellement de plus en plus de drague qu'il y a toujours un peu des noms qui vont un peu s'entremêler. Mais donc moi, mon nom, c'est Eros. Et donc, Eros, on peut dire que c'est un peu le deuxième terme pour Cupidon. Donc, c'est le dieu de l'amour, en fait. Et ce qu'on sait pas trop sur Eros, en fait, c'est qu'au-delà de son aspect très amour, très tout ça, il est aussi un peu connu pour avoir un peu une dualité. Il a aussi un petit peu un côté un peu sombre, un peu comme ça. Et moi, ça me parlait parce que à la fois, moi, l'amour, c'est quelque chose d'important pour moi au sens générique. Je suis beaucoup dans la bienveillance. Au-delà de l'aspect amour romantique, pour moi, les relations sont très importantes et je suis toujours dans une démarche d'amour envers autrui et vraiment d'un enrichissement comme ça personnel, de bienveillance où chacun s'entraide, etc. Et aussi, je suis un peu romantique et tout, un petit peu fleur bleue de base, donc ça me colle très bien. Et à la fois, j'ai cet aspect-là, mais à la fois, j'ai aussi un côté personnel qui est parfois assez sombre. Et ça fait vraiment un côté à la fois doux de moi, mais au côté aussi à la fois un peu plus dur et un peu plus triste, etc. Et moi, j'aime bien cette dualité parce que c'est vrai que chaque personnalité n'est jamais toute blanche ou toute noire. Il y a toujours un peu une nuance. Et moi, le fait que j'ai l'impression que je suis toujours aux extrémités des pôles. Soit je vais être très par exemple en photographie, dans quelque chose de très doux, très floral, etc. Soit je vais être dans quelque chose d'un peu horrifique, un peu ensanglanté et tout. Et c'est quelque chose qui me parlait. Et donc moi, j'aime mettre ce contraste en avant sur scène et toujours de le mêler, pareil, au côté militant. Parce que, pareil, je trouve que dans le militantisme, il peut avoir toujours il y a toujours 2 côtés de prendre la manière dont tu milites. C'est soit tu vas le voir comme une avancée, quelque chose de positif, soit tu vas plutôt le voir comme tu vas être plutôt dans la colère, etc. Et par exemple, si tu as subi des choses, tu vas être très dans la revendication, peut-être la volonté de se venger, une volonté qui est justice, etc. Et moi, j'aime bien en fait ce côté spectre libre où à la fois tu peux mettre tous les messages sur une même unité quand même. Et donc, soit faire des trucs, des fois je fais des performances très douces, très un peu sensuelles. Et des fois, j'aime bien justement pousser pour limite un petit peu, des fois brusquer les gens, etc. sur le côté militant pour aussi un peu réveiller les mentalités, quoi. Ouais, c'est assez frappant là sur les différentes interviews qu'on fait. Il y a toujours cette idée de paradoxe, oui, c'est ça. qui revient. Et du coup, je me demandais qu'est-ce qui t'inspire, toi ? Alors, est-ce que tu veux que je parle de manière générale dans mon art ou plutôt le drag ? Je dirais en général, okay. Et puis on peut revenir sur le drag après si tu veux. Alors, de base, moi, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, maintenant j'essaye de m'en sortir un peu plus, mais par exemple, moi, tout ce que je fais vient déjà de mon vécu. C'est important. L'art est pour moi une manière de mettre en avant mon intériorité. Donc forcément, ça va forcément venir de quelque chose que j'ai vécu ou un sentiment, etc. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'étais en dépression et en fait, maintenant ça va mieux, mais en fait, j'ai le trouble borderline, du coup, ce qui est un trouble de la personnalité qui fait qu'on peut avoir beaucoup de sautes d'humeur et donc souvent des passages dépressifs qui peuvent être un petit peu compliqués, etc. Et en fait, je pense aussi que du coup, tout mon attrait pour l'ambivalence, elle peut venir de là parce que de base, je suis une personne ambivalente. Je peux être très bien pendant plusieurs jours et après être vraiment pas bien pendant des jours. Et en fait, ce qui fait que tout mon état d'esprit aussi va changer. Soit je vais être très optimiste, très souriant, très, très joyeux. Et puis des fois, je peux être aussi très sombre. Et en fait, le fait que je vivais, en fait, le fait d'avoir un trouble, déjà, c'est quelque chose qui vient, par exemple, beaucoup dans mes photographies. Et au-delà de ça, il y a aussi le spectre de toutes les discriminations de la société.
Donc moi, je l'ai pas vraiment subi par rapport à mon trouble parce que je l'ai assez gardé secret, on va dire. Enfin, je le mettais pas trop en avant et quand on me voit comme ça, on pense pas vraiment. Mais tout ce qui est le côté féminisme, ça vient aussi forcément des vécus. Et à la fois aussi, je suis une personne qui aime beaucoup tout ce qui est doux, tout ce qui est poétique, etc. Et donc, ce qui a fait que, par exemple, je vais beaucoup aimer les compositions assez douces, très juste dans la beauté, un peu la poésie. Mais et sur d'autres sujets, je peux vraiment mettre en avant mes vécus sur le féminisme, par exemple, ou mon trouble, par exemple, ou toute autre chose. Et oui, j'aime vraiment en fait le fait. On dit que le personnel est politique en fait. Tout est politique. Donc en fait, tu peux parler de n'importe quoi, tu pourras toujours trouver quelque chose qui fera écho dans les autres en fait. Donc en fait, quand tu parles de quelque chose de toi, que tu vis de manière sociale, forcément tu parles aussi pour tout le monde en fait. Et moi j'aime bien ce côté-là de l'art qui rassemble et qui milite en fait et qui sert je trouve que l'art est vraiment un des médiums super importants pour ouvrir sur les discriminations, etc. en fait. Et moi, je trouve que c'est une des meilleures possibilités limites qu'on peut avoir parce que l'art c'est universel, l'art ça parle à tout le monde, donc il n'y a même pas cette barrière de langue, etc. Les artistes. Comme vous le savez, si on nous fait confiance, ce sera un peu notre premier grand coup. Je veux dire, il va falloir frapper un grand coup. Je ne voudrais pas que ce soit un coup pour rien, ou comment on peut dire, un coup d'épée dans l'eau. Parce que le coup de projecteur, ce sera cette fois-ci et pas une autre fois. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une autre fois, qu'on nous redonne une chance. Vous voyez ce que je veux dire ? De vous entendre parler aujourd'hui, ça me coupe directement tout désir. Mon corps est en train de sécher sur place. À chaque fois que l'un d'entre vous prononce le mot projet, le mot budget, le mot planning, plusieurs dizaines de millilitres d'eau s'évaporent de mon corps. C'est très concret. Vous êtes complice de mon assèchement. On pourrait revenir à notre désir de faire quelque chose ensemble, notre désir artistique, notre désir créatif, notre chair, nos pulsions, la façon dont ça va se frotter, dont on va se rencontrer. On peut ? Texte de Mariette Navarro dans Les désordres imaginaires, édition Quartet. Je voulais juste rebondir sur le texte que tu nous as lu de Mariette Navarro. Pourquoi ce choix de texte ? Quelle place il occupe dans ton art, dans ta vie ? Parce qu'en tant qu'artiste professionnel, comédien, comédienne professionnelle, on est vraiment poussé dans nos retranchements. On nous met en concurrence. On est dans une précarité économique qui font que relationnellement, on peut beaucoup se perdre. Et j'en ai vu qui se sont perdus. Et je pense qu'il faut garder une éthique. Je pense beaucoup. Mais ça fait vraiment partie de mon questionnement. Je me dis qu'il faut inlassablement se rappeler à sa propre éthique. Parce que je me dis que c'est très memento mori, mais on meurt avec son éthique et pas avec son métier. Et qu'il ne faut pas inverser l'ordre de ça. Mais on est dans un milieu où on nous pousse à tordre justement notre image et notre éthique. Comment tu le vis ça, toi ? Comment tu l'as vécu en tout cas ? Parce que là, moi je sens que tu en parles avec du recul, qu'il y a eu un processus qui s'est effectué, qu'il y a eu le moment où tu étais dedans, et puis on sent que maintenant, voilà, tu es en extérieur par rapport un peu à ça, même si bon, ça fait partie du deal. Mais ce processus, il a été... comment il s'est ressenti, comment il s'est manifesté, et comment même aujourd'hui, quand tu dis que tu en as vu qui, eux, n'ont pas réussi à garder cette éthique. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur justement cette question du comédien et de la comédienne aujourd'hui, en 2022, en France ? 2023, excusez-moi. Il y a 8 mois, j'ai été confrontée à un univers
Attends, je réfléchis, ça fuse beaucoup dans mon cerveau. J'ai côtoyé un peu le cinéma national très français, très lisse. Et donc j'ai été confrontée à des remarques, type je suis trop rousse, tiens vous êtes tatouée à la jambe. Moi j'ai été à de grands castings à Paris, les actrices tatouées ne marchent jamais. Ah vous avez fait du clown, mais on n'est pas comédienne si on fait du clown, etc., etc. C'est là que je me suis dit heureusement que j'ai 26 ans et pas 16 ans. Parce que déjà ça m'a pas complètement démolie parce que ça pourrait démolir quelqu'un. Et ensuite je me suis dit que en gros, j'allais dire merde. Et au contraire, aller à fond dans ce que je suis. Et ça m'a fait un bien fou. Et paradoxalement, il m'est arrivé beaucoup plus de projets, et du coup, beaucoup plus de projets passionnants, une fois que j'ai été dans cette assurance-là. Et il y a plusieurs jeunes comédiennes qui m'ont écrite, qui souhaitent démarrer cette carrière-là, qui ont une 20aine d'années. Moi, je leur ai conseillé quand même... même si je considère qu'on a une chance parce que la parole, c'est vachement ouverte. Et merci aux comédiennes qui ont précédé. Malgré tout, sur tous les plateaux, on est confronté à nombreux, pas tous, ce serait injuste. De la misogynie ou de l'hypersexualisation, enfin, faut rester attentif. Et du coup, quand ces jeunes nanas me demandent conseil, moi, je leur dis, écoute, si tu as autre chose qui t'éclate, peut-être que c'est bien de venir à cette carrière à 100%, peut-être plus tard. Parce que je pense qu'on est quand même plus armé, effectivement, à 26, 28 ans qu'à 20. C'est le conseil que je leur donne. Tu parles de sexisme. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a mis en inconfort? Est-ce que tu as un exemple? Des figures masculines hyper charismatiques et surrespectées. Donc on sent qu'on ne va pas pouvoir rien dire. Des rôles très stéréotypés. Donc au second rang et très... voilà. Puis même entre nous, une concurrence que je n'ai pas aimée du tout. Dans ce qui a pu être créé comme organisme qui fait qu'on se sent moins isolé, c'est l'association M'as-tu vu, qui regroupe les comédiens et comédiennes du Grand Est. Une création très récente. Donc, avant, aucun collectif existait qui nous regroupait, parce que c'est un métier aussi qui nous isole beaucoup. Voilà, puisqu'il nous met en concurrence, etc. On est très isolés. Je me sens plus protégée avec cette association qui à la fois nous regroupe, participe à nous diffuser. On a de nombreux moments de discussion ensemble et tout. Ouais. Tu nous as dit que tu avais fait de la photo, que tu avais de l'expérience. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours en tant que modèle photo et ton expérience dans le monde photographique? Mon parcours autour du modèle photo, ça a commencé il y a un peu plus de 2 ans, en fait, juste après le confinement. En fait, j'avais déjà posé pour mon compagnon de l'époque, qui était photographe, et j'avais beaucoup aimé faire partie de sa photo. C'était de la photo artistique, en fait. Donc voilà, des fois, je me retrouvais avec un masque de grenouille sur la tête. Ou à faire des trucs improbables, genre être pieds nus dans de la boue à -6 dehors, enfin, devoir poser comme ça, enfin, voilà. Mais j'aimais bien ces défis un peu, j'avais l'impression d'être un peu une actrice. Et bon, voilà, on s'est séparés. Et je me suis dit, allez, je me lance. Et donc, c'est très simple, en fait, ça a commencé avec Instagram. Instagram, c'est très facile pour être modèle photo maintenant. Et voilà, j'ai commencé à suivre des comptes de photographes, à mettre 2-3 photos de mon copain de l'époque. Et voilà, et à tenter à commencer l'aventure, quoi, avec un premier photographe. Il y avait des photos habillées et puis photos nues. Alors, c'est nu artistique, c'est pas de l'érotique ou du pornographique, enfin, ça m'intéresse pas. Et en fait, je me suis rendu compte que dès le premier photographe inconnu, bah, ça me dérangeait pas d'être nue. Donc, et en fait, voilà, j'ai commencé à agrémenter mon portfolio comme ça, avec des photos de photographes. Donc. Et au début, je travaillais en collaboration. Donc, il y avait un échange. Donc, eux, ça leur donnait des photos pour leur propre portfolio.
Et moi, ça me donnait des photos pour mon book, pour démarcher, pour avoir de plus en plus de meilleurs photographes. Je ne sais pas exactement quel était le but à ce moment-là. Je crois que j'avais envie d'avoir un truc qui soit entre la danse, le théâtre. Parce qu'en fait, on me laissait souvent libre de m'exprimer avec mon corps. Et je pense que j'étais frustrée dans ma vie parce que je n'osais pas danser devant des gens. Et alors que j'en rêvais, en fait. Donc là, c'était un peu un compromis entre les deux. C'est que c'était moi qui étais mis en avant et je faisais ce que je voulais. Et avec un observateur. Et puis ensuite, les autres, plus tard, quand ils voyaient les photos. Mais c'était pas... Du coup, ça me faisait pas peur. Donc j'ai commencé comme ça. Et ça m'a permis aussi de me reconnecter à mon corps parce que j'avais une mauvaise image de mon corps et j'ai posé au début en collaboration. Je postais les photos sur Instagram et au fur et à mesure, j'avais de plus en plus d'abonnés. Et donc ça aussi, ça fait du bien. On se dit, on commence à être important, entre guillemets, alors que c'est vraiment Instagram, quoi. Ensuite, j'ai commencé à me faire rémunérer. Donc... je demandais, je crois qu'au début, je demandais 100 € pour le shooting de 2 heures à peu près. Et maintenant, c'est un peu plus cher. Et en fait, au début, j'avais du mal. Parce que voilà, la réflexion, c'était de me dire, mais attends, c'est quand même mon corps, mon image. C'était souvent des photos nues. Donc, c'est quand même mon corps que je mets en scène, quoi. Donc, c'est pas gratuit en fait de me voir à poil. C'était un peu ça. Mais au début, voilà, les premières photos que j'ai fait où j'étais rémunérée, je me suis mis la pression. Où j'étais là, mais il faut qu'il y ait des belles photos, il faut qu'il en ait pour son argent, il m'a payé quand même, il faut que je sois bien. Et en fait, je perdais tout le naturel que j'avais d'habitude. Et donc, en fait, il y a eu le chemin de me dire, d'accepter que il me paye et que ce soit bien ou pas bien, c'est pas de ma faute. Enfin, c'est normal, quoi. C'est les aléas un peu du métier. Donc, voilà, je me faisais rémunérer. Et récemment, j'ai décidé d'arrêter de faire de la photo, en tout cas pour le moment, parce que j'ai commencé à faire le biais entre l'argent, mon corps, et j'avais l'impression de vendre un peu mon corps et du coup de l'associer un peu à de la prostitution, alors que c'était juste mon image. Mais c'est un univers, les photographes, qui est assez particulier. Aujourd'hui, tout le monde peut se dire photographe. En fait, on peut apprendre les techniques sur Internet ou avec un stage et on peut s'acheter un très bon appareil pour pas trop cher, un peu cher, mais voilà, c'est accessible, quoi. Et du coup, il y a plein d'amateurs photographes qui se disent photographes, qui ont leur travail à côté et qui font ça pour le plaisir. Et du coup, ces gens-là, il y a un côté... Enfin, c'est un peu particulier parce que ils font venir des femmes chez eux pour le plaisir, où ils font des photos, mais parfois, on ne sait pas où est le côté artistique et où est juste le plaisir finalement de voir une jeune femme chez eux, quoi. Enfin, et j'avais l'impression que ça ne m'atteignait pas, que j'avais un espèce de détachement par rapport à ça. Mais en fait, je suis pas sûre. Si je suis honnête avec moi, pendant la séance, j'arrive à déconnecter un peu de ce regard. Mais je suis pas sûre que ce soit une déconnexion qui soit très voulue et très positive. J'avais un peu un regard... j'avais fait de l'anorexie quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'avais toujours gardé ce regard un peu déformé de mon corps, en fait. Je me voyais toujours grosse, j'aimais pas mon corps, en fait. Et en fait, de me voir dans ces photos, ça m'a permis de... Alors au début, c'était difficile de me voir parce que je voyais que les défauts. Mais au final, ça a permis que j'accepte mon corps au fur et à mesure et que je me dise, oui, il n'est pas parfait, mais ça va, en fait.
Et puis voilà, après, il y avait les photographes qui souvent, en fait, ils devraient pas, mais font des commentaires sur mon corps. Et bon, c'était des commentaires positifs, mais je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Et... Enfin, voilà. Quel type de commentaires? Du genre, t'as des beaux seins, tu devrais faire de la lingerie, oh là là, ouais, t'as un beau corps, t'as vraiment un beau corps, enfin des choses comme ça, quoi. Voilà, sur ton corps, quoi. Pas sur ta personne, sur ton corps. Si, alors là où ça me touchait, c'est quand on me disait que j'avais une manière de poser et un truc qui se dégageait particulier. Et ça, j'aimais bien parce que j'avais l'impression que c'était pas mon corps qu'on jugeait, mais ce que j'avais envie de dire. Oui. Et ton potentiel artistique aussi, peut-être. Voilà, c'est ça. En fait, je pense que quand j'ai commencé la photo aussi, il y avait, je posais, mais par procuration. J'avais envie de... Je pense que j'avais envie moi-même de faire des photos. Parce qu'en fait, au début, j'avais plein d'idées de où me poser. Je voyais la lumière, j'étais là, mais là, il y a des choses à faire. Et en fait, je me suis vite rendu compte, confrontée au regard de l'autre, qu'on n'avait pas le même regard et que l'autre avait pas la même sensibilité que moi. Et donc, quand je disais, moi, j'ai envie de faire cette photo, bah, l'autre, ça lui parlait pas forcément. Donc, ce truc-là, je l'ai, au fur et à mesure, un peu abandonné pour n'être que modèle. Ça, je trouve ça un peu dommage, puisque j'ai un peu éteint ce truc de photo ou de regard artistique pour n'exprimer que mon corps. Enfin... Ouais. Et tu disais que c'était des photographes amateurs. Quelle aurait pu être la différence avec un photographe professionnel, du coup? Et ben justement, un photographe professionnel a l'habitude de prendre en photo, par exemple, ça peut être un photographe professionnel de nu. Il a l'habitude de prendre des photos de femmes ou d'hommes nus. Et en fait, c'est plus un plaisir. Ça fait partie du métier. Et en fait, c'est un peu comme un kiné qui va voir des gens à moitié nus chez lui. Ça va pas l'émoustiller. Ça va être son métier, quoi. Ça devient quelque chose de neutre, en fait, qu'on est obligé de mettre en place quand c'est quelque chose qui est répété. Quand c'est amateur, c'est occasionnel, c'est de temps en temps. Et ça reste du plaisir, du loisir. Et donc, le rapport à la modèle est différent. Voilà. Déjà, il faut se sentir en confiance avec le ou la photographe. Des sales types, il y en a plein qui traînent et qui, justement, essaient de choper des jeunes comédiennes avec de l'ambition. Donc, il faut être attentif à ça. Heureusement, j'ai travaillé avec de superbes artistes. Je peux nommer de la région Accalmia et l'Elaya Photographie, par exemple. Je travaille aussi beaucoup avec le photographe Pascal Schwartz. Et de ce lien de confiance naît un contexte qui permet à l'artiste de déployer une expression où je n'ai pas peur du tout d'être dans une expression très corporalisée, d'être dans un lâcher-prise total, parce que ce lien-là le permet. T'as commencé comment la photo Alors, j'ai commencé par prendre un appareil photo et je savais pas trop ce que je voulais faire avec. Je savais que j'aimais bien les photos, mais je m'étais dit peut-être faire plus du paysage, des choses assez classiques. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais un attrait particulier pour le nu. Moi, j'ai beaucoup été sensibilisée aux causes féministes sur Instagram quand j'étais adolescent. Et en fait, j'ai découvert là plein de personnes qui faisaient des photos de nus, des photographes de nus spécialisés dans le nu, etc. Et je trouvais ça totalement magnifique. Et je ne savais pas trop pourquoi, mais j'aimais bien le côté un peu pur et très naturel de la chose, de nous littéralement à nu, etc. Mais j'avais 17 ans et c'est un peu compliqué quand tu as à peine un appareil de trouver des gens avec qui tu peux commencer ça, etc. Et donc je l'ai laissé un peu comme un plus tard, comme quelque chose que j'avais envie mais qui n'était pas vraiment accessible pour le moment. Et en fait, le compromis que j'ai trouvé, c'était de me prendre moi-même en photo, à défaut de pouvoir trouver un peu des modèles qui acceptent de poser nu, tout ça.
Je me suis pris moi-même comme sujet et en fait, sans que je le veuille, ça a vraiment fait que je me spécialise dans l'autoportrait, même si de base, c'était pas forcément le but. Mais en plus, quand tu as un appareil et que tu veux tester, tu sais pas exactement, donc tu n'es pas trop en confiance non plus pour demander à n'importe qui. Et donc, ce qui a fait que je me suis vraiment pris moi à la fois comme sujet et photographe, et ce qui a fait vraiment que maintenant, c'est vraiment ma spécialité, l'autoportrait. Et c'est vraiment ma patte. Et le nu, après, quand j'ai pu avoir des modèles, c'était beaucoup sur le côté militant, notamment des personnes assignées femmes ou perçues comme femmes pour déconstruire la sexualité féminine. Parce que moi, j'avais le sujet qui me préoccupait, c'était le fait qu'à chaque fois qu'une femme ou une personne perçue comme femme montrait un peu de son corps, tout de suite, on sexualisait ça. Et moi, en fait, ma première démarche a été de déconstruire ça, en fait, de mettre une distinction entre nudité et sexualité et en fait montrer le côté artistique et juste de liberté de la chose, quoi. Qu'est-ce qui, pour toi, différencie du coup une photo de nu artistique et une photo de nu plus sexualisée? Alors moi, déjà, je dirais que c'est en fait l'intention de la personne de base. Parce que le problème, du coup, de l'hypersexualisation des corps féminins, c'est qu'en fait, c'est la personne qui voit la photo qui va déclarer l'intention à la place de la personne qui a fait cette photo. Et du coup, ça enlève un peu le choix, enfin la liberté de parole des femmes. C'est en mode, moi, je vois que tu fais ça et moi, je juge que c'est pour ça. Alors qu'au final, juste écoutons déjà les concernés, la démarche que la personne a. Si c'est une femme, par exemple, qui se prend en autoportrait, juste peut-être parce qu'elle a envie d'apprendre à aimer son corps, ou même si elle dit que c'est parce que elle aime bien jouer avec le côté érotique de la chose, et on le prend comme tel. On n'a pas, nous, à porter un jugement de surplus. Et aussi, le problème qu'il y a beaucoup avec les photographes, quand on rentre dans le monde de la photographie, surtout moi, plus jeune, j'ai beaucoup été modèle photo. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de photographes, notamment masculins, qui sexualisent sans le consentement du modèle, de la modèle, son corps. Et du coup, ce qui amène à des résultats qui ne sont pas équivalents à la volonté du ou de la modèle de base. Et c'est tout un problème, en fait. Et je pense, déjà, juste le fait de respecter le modèle comme personne pouvant avoir un choix et une parole sur sa démarche, ça serait déjà le minimum. Et est-ce que par rapport au nu, c'est quelque chose qui se retrouve dans tes peintures aussi ? Oui, tout à fait. Alors moi, ce que j'aime bien en nu, en peinture, pour ajouter quelque chose par rapport à la photographie, parce que la photographie, j'aime beaucoup la nudité, mais je le vois plus comme quelque chose d'artistique. Je joue beaucoup sur les couleurs, j'aime bien les compositions florales, etc. Mais à la fois, je trouve ça important de militer sur le côté sexuel, de déconstruire aussi les normes sexuelles qu'on a avec le porno mainstream, par exemple. Et en photographie, c'est quelque chose qui peut m'intéresser, mais à la fois, je trouve que c'est un peu compliqué quand on n'a pas forcément l'habitude d'avoir une photo à sujet sexuel qui reste assez douce et poétique et pas trop aller directement dans le trash. Et comme je pense que je ne sais pas encore avoir le rendu doux comme je voudrais en termes de photographie érotique, j'ai basculé ça sur les peintures, parce que ce qui fait qu'en peinture, j'aime beaucoup contraster avec des sujets, on va dire, un peu sexuels qui, de base, en photo, peut-être pourraient être un petit peu... on pourrait peut-être pas forcément être super à l'aise, mais contraster avec des couleurs très douces, avec une manière de peindre, avec des couleurs pastel, etc. Je trouve que ça permet de mettre quelque chose de manière plus simple en avant, de manière douce et sans que ça soit super... assez peut-être compliqué à cerner la démarche de base et qu'on voit plus la profondeur. Ok, et tu as l'impression que cette démarche... je sais pas si je crois pas avoir vu tes peintures sur ton Instagram. J'en ai un petit peu. En fait, j'ai un Instagram à part qui me sert un peu de portfolio. Mais en fait, sinon, je mets un peu sur Etsy. Et sinon, j'ai une petite story à la une. Mais c'est vrai que mon compte principal, je le garde un peu plus pour les photos. Mais en exposition, par exemple, je vais beaucoup mettre mes peintures en avant. Ok, donc t'exposes de temps en temps Oui, c'est ça. Alors, de plus en plus, je suis très contente, j'ai de plus en plus d'opportunités.
Et donc, ouais, je peux faire souvent des expositions. Par exemple, là, le 3 mars, à Nancy, je fais à la fois performance et à la fois exposition. Et je peux combiner un peu tout ce que je veux en général sur les expositions. Quelquefois, on va me demander une spécificité du médium, soit photo, soit peinture. Mais en général, je suis assez libre. Donc, en fait, j'arrange un petit peu comme je veux et je peux choisir, moi, ce que je veux mettre en avant. Et ouais, j'ai pas mal d'expositions et c'est le top pour aussi rencontrer les gens. En fait, ça change des réseaux sociaux, quoi. Ouais, parce que j'allais dire, du coup, comment les gens reçoivent un peu tes œuvres C'est ça, c'est super intéressant en exposition parce que là, on a un retour direct et de personnes qui potentiellement ne nous connaissent pas. En général, quand on me suit sur les réseaux, c'est parce qu'on sait à peu près qui je suis et qu'on me suit pour ça. Tandis qu'en exposition, des fois, c'est dans des événements, même parfois des festivals musicaux, etc. Donc, c'est pas du tout le public cible. Et donc là, tu vas avoir des personnes qui vont arriver de tout horizon, qui sont pas forcément déconstruits, qui pour eux même sont peut-être un peu réticents sur l'idée de mettre une image assez érotique, etc. Et justement, moi, ce que j'apprécie, c'est que en général, on voit plutôt bien le côté un petit peu doux que je veux associer et la démarche derrière. Par exemple, souvent on me dit, comme je disais précédemment, que de base, les personnes sont pas forcément super attirées par les peintures érotiques, etc., qui peuvent trouver que c'est un petit peu brusquant. Mais de la manière dont je le mets, ils sont plus à l'aise. Et moi, j'aime bien cette idée parce que je trouve que ça permet aux gens de un peu plus creuser de pourquoi je le mets en avant comme ça, etc. Et aussi, je trouve que du coup, ça permet de toucher un petit peu un public plus large parce qu'il y a les personnes qui vont être plus fermées à certaines choses, etc., qui vont du coup être moins intéressées par la démarche. Et là, je trouve que ça permet un peu d'étendre le sujet et aussi de plus communiquer avec les gens et qu'ils soient un peu plus réactifs, on va dire. Lors de ces 3 entretiens, on a donc pu constater que la condition de l'artiste et celle de la femme sont intimement liées et qu'on retrouve une lutte sous-jacente à travers ces différents portraits. Et effectivement, on remarque qu'en tant que femme, on doit être constamment dans l'affirmation de sa légitimité. J'ai remarqué que, je ne sais pas ce qui se passe en eux, mais d'apparence, les comédiens professionnels s'autorisent beaucoup plus, ils ont une légitimité à faire des productions seuls, des seuls en scène, renvoyer une image d'assurance, ce qui fait aussi qu'on leur donne plus de rôles. Et du coup, j'ai eu un déclic il y a quelques mois où je me suis dit merde, parce qu'on nous apprend beaucoup à douter, à est-ce que je suis légitime, est-ce que machin, et j'ai eu un tournant il y a 8 mois professionnel où je me suis dit merde, maintenant j'assume mon image particulière, je m'autorise à prendre de la place. Et voilà, ça fait partie de mon parcours aussi de me dire, mais moi aussi en tant que femme, je peux assumer un rôle majeur. Oui, parce que c'est ça, il y a un peu une absence de modèle des fois. Quand tu disais justement un peu cette illégitimité que tu ressentais à l'âge de 17-18 ans, on peut le ressentir aussi justement parce qu'il y a beaucoup de figures masculines ou de rôles stéréotypés. On a un peu cette absence de modèle de femmes qui s'affirment. J'en ai eu un quand même, c'était Samantha Carter dans Stargate SG1. Ça a été un modèle dans mon parcours de personnage féminin badass et super intelligent. Voilà. Pour terminer, est-ce que tu peux nous partager des références artistiques qui t'inspirent, qui nourrissent ton travail ? Moi, il y a pas mal de... Alors, comme j'aime beaucoup de domaines, c'est un peu compliqué de toujours choisir mes figures. Mais, par exemple, je pense que je dirais Marion Séclin pour le terme du féminisme. Donc, une personne, excusez-moi, qui est comédienne, autrice, etc. Il y a même pas mal de vidéos d'elle. Et sur son compte Instagram, elle fait beaucoup de sensibilisation, etc. Donc, je pense que si je pouvais citer une personne, ça serait elle. Parce qu'en termes de référence, elle est très riche et elle est vraiment très chouette. Elle met plein de sujets en avant, etc. Et je trouve que c'est une personne qui est très intéressante à suivre. Kate Kollwitz, c'est une artiste graveuse qui m'a beaucoup marquée parce qu'elle a fait beaucoup de choses sur la famille, sur les femmes.
mais son trait me parle beaucoup. Je réfléchis. Je suis en train de lire un livre en ce moment. Ça s'appelle Vivre avec nos morts. C'est une rabbin. Et elle a une manière de parler de son accompagnement des deuils qui est magnifique. En fait, elle parle de la vie en fait, en parlant de la mort. J'aime beaucoup Lettre à un jeune poète de Rilke. C'est un échange, une correspondance où Rilke parle de sa pratique de poète, d'écrivain et de poète à un jeune poète. Et c'est très beau, c'est toujours des choses très inspirantes pour moi de voir comment d'autres artistes travaillaient. Par exemple, là, j'ai fini un livre de Giacometti. C'est un modèle, justement, un modèle homme qui parle des quelques mois qu'il a vécu avec Giacometti. Et donc, on comprend que c'était un homme obsessionnel qui peignait, 8 heures par jour, qui finissait à 2, 3 heures, 4 heures du mat, et qui se reposait jamais, et en fait, qui vivait pour son art. Et ça, c'est assez inspirant parce qu'en fait, on sait pas trop comment les autres... moi, je sais pas trop comment les autres artistes vivent autour de moi. Il y en a beaucoup qui galèrent et qui sont un peu perdus, j'ai l'impression, un peu comme moi, hein. Perdus dans comment gagner de l'argent, comment travailler, quelle place donner à l'artistique dans notre vie. Et du coup, c'est inspirant de voir comment c'était avant, ou alors certains grands artistes pour soi, quoi. Ok, merci beaucoup. Oui, Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. C'était un plaisir de t'écouter. Merci à vous. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de pouvoir t'écouter. C'est hyper intéressant. Très inspirant et très encourageant, je pense, pour les jeunes artistes. Par exemple, moi, je me suis sentie énormément portée par ce que tu disais par rapport à son éthique, à être soi-même. Donc, je te remercie vraiment pour ton discours. Merci à vous. Et un grand merci à la chorale LGBTI+, Pelicanto, pour sa participation à la musique de ce podcast.